Salut, c'est Merlin. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Alors, j'ai parlé il y a quelque temps de filmer mes parties et j'ai eu la chance d'être contacté par Shep et Ryzen qui m'ont proposé de publier mes éventuelles futures vidéos sur la prestigieuse chaîne d'Arkham JCE TV. Et comme les éventuelles futures vidéos sont en train de devenir réalité, me voici donc aujourd'hui au micro et je vais vous présenter mon premier format, les aventures solo difficiles. Alors, tout est dans le titre. Si vous êtes un peu vif d'esprit, vous avez déjà compris ce que je m'apprête à faire. Parlons un peu des modalités. Je commence aujourd'hui en faisant un focus plus particulier pour les nouveaux joueurs. J'ai donc prévu de jouer l'héritage de Dunwich pour commencer. Je vais limiter ma sélection de cartes, je vais discuter du deck que j'utilise et des modifications que j'y apporte en cours de campagne. Et je vais vous montrer comment je m'y prends pour jouer en difficile. Je n'ai aucun matériel professionnel donc vous ne pourrez hélas pas profiter de ma jolie frimousse. Et la table de jeu sera dématérialisée. Puisque je n'ai pas de caméra pour immortaliser mes parties, un logiciel de capture d'écran va faire l'artifice et Tabletop Simulator fera le reste. Au programme de ce premier épisode, Agnès Baker, j'entame activité extrascolaire. Alors je vais d'abord présenter mon deck, puis ouvrir une petite parenthèse sur les probabilités du Chaos Bag, et vous pourrez ensuite profiter de ma souffrance sur ce premier scénario. Alors, regardons un petit peu ce que j'ai prévu pour cette première aventure. Le but ici, je le rappelle, ça va être de jouer Agnès Baker en solo, pour vous montrer un petit peu comment jouer le personnage en solo difficile en tout cas, donc vraiment avec un certain challenge. J'ai fait ici un petit deck que j'estime optimisé, on verra si l'avenir me prouve le contraire ou pas. Et je vais vous expliquer rapidement maintenant mes choix, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et vous montrer un petit peu les cartes que j'ai mis dans ce deck. Donc, au niveau de la construction, déjà, première chose, je me suis limité exclusivement aux cartes parues dans le corset ou dans l'extension L'héritage de Dunwich. Le but ici, en fait, c'est simplement de se limiter un petit peu aux cartes qui étaient disponibles à l'époque de la campagne. Et aussi parce que si le but ici de ces premières vidéos c'est aussi de parler aux débutants, à ceux qui démarrent dans le jeu, la plupart n'ont pas forcément toute la collection à disposition, donc j'ai commencé avec un deck qui je trouve est accessible. N'hésitez pas à le modifier si vous le souhaitez évidemment, vous retrouverez le lien de ce deck dans la description de la vidéo, vous cliquez, vous vous retrouverez sur ArkhamDB ici avec mon deck prêt à l'emploi, vous pourrez le cloner, le copier, en faire ce que vous voulez, je vous laisse vous amuser. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un petit peu les cartes que j'ai mis là-dedans. Première chose, je vais parler un petit peu d'Agnès d'abord avant de commencer. Donc Agnès Baker est un mystique. Si je l'ai proposé pour jouer en solo, c'est parce que les mystiques sont assez forts, simplement parce qu'ils vont utiliser généralement une seule caractéristique pour tout faire. Donc les mystiques sont capables de tout faire, c'est un peu la base de la classe, c'est qu'ils vont remplacer en fait la plupart des tests par leur volonté. Donc ils vont faire des tests de combat en utilisant leur volonté, ils vont faire également des tests d'enquête en utilisant leur volonté. Agnès a 5 en volonté, ça donne un petit peu le niveau du personnage, donc comme investigateur elle est assez puissante. En dehors de ça, avec 2 d'intellect et 2 de combat, très clairement, on va s'en servir le moins possible. On va préférer utiliser ses vraies valeurs, sa valeur de volonté. 3 d'agilité, c'est ici relativement médiocre pour du difficile, on va pas pouvoir vraiment se servir de l'agilité, donc on va généralement même pas essayer. Alors, 6 de santé et 8 de santé mentale, c'est correct, c'est plus intéressant dans ce sens-là en général que dans l'autre, sachant que le jeu en fait a plus souvent tendance à vous infliger des horreurs que des dégâts, on est plus à l'aise quand on a 6-8 que 8-6. Et alors sa capacité qui est très très forte et qui fait aussi que j'aime la jouer, qui dit que, après qu'au moins une horreur ait été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase. C'est très très fort parce que ça permet en fait de se battre sans avoir besoin de faire de test, d'abord parce que ce sont des dégâts automatiques, il n'y a pas besoin de tirer un pion KO, et ensuite parce que ce sont des dégâts supplémentaires qui fait que Agnès a moins besoin d'autres cartes de combat que ses sorts. Simplement parce qu'elle est capable de tuer des ennemis simplement en s'infligeant des horreurs. Au niveau de la construction de deck, elle joue sur des classes que j'adore, elle joue Mystique principalement évidemment, avec les cartes de niveau 0 à 5, et Survivant. Survivant c'est une des classes que je trouve la meilleure en tout cas en Splash. Splash ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la possibilité de mettre des cartes d'une couleur, mais d'en mettre moins, ou en tout cas ici dans Horror Arkham, c'est pas qu'on peut en mettre moins, c'est juste qu'on peut mettre des cartes de plus bas niveau. Et donc ici le splash de survivant est très 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 fort.
parce que Survivant possède beaucoup d'outils qui sont utiles à tout le monde tout le temps. C'est très peu spécifique comme classe, c'est une classe avec laquelle on peut tout faire aussi, donc ça permet vraiment de combler les faiblesses de certains ou de renforcer les forces de votre investigateur. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais parler rapidement d'abord de ces cartes signatures pour commencer, puisque celles-là elles sont là d'office. On a l'héritage d'Hyperborée, qui est une carte, donc c'est un accessoire, qui coûte 3 et qui permet en fait à chaque fois qu'on joue une carte sort de piocher une carte. Eh bien je trouve que cette carte est particulièrement minable, et je ne m'en sers pratiquement jamais. Je m'en sers la plupart du temps pour ses icônes, c'est-à-dire qu'avec une icône de volonté, de force et une icône libre, ça veut dire que je peux avoir un +2 en volonté ou un +2 en force quand j'en ai besoin, mais c'est vraiment pas très bon. Le problème c'est que jouer des sorts, ça va m'arriver 3-4 fois sur la partie, piocher 3 ou 4 cartes sur la partie, c'est pas très très fort. Donc je ne m'en sers à peu près jamais. C'est pour ça que vous voyez que j'ai deux autres accessoires qui sont juste en dessous. Ensuite, Sombre Souvenir. Sombre Souvenir, c'est sa faiblesse, un peu plus compliqué, c'est un sort qui coûte 2, qu'on va devoir jouer, qui place une fatalité sur l'intrigue en cours, et cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. C'est très handicapant, c'est un sort qu'on préfère ne pas avoir, mais très souvent on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer techniquement? On va perdre 2 ressources, on va perdre une action, tout ça c'est dans l'optique de jouer la carte, et en plus de ça on va perdre un tour entier de jeu puisqu'on va placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Que comme ça peut faire avancer l'intrigue en cours, on ne peut même pas attendre une fin d'intrigue pour se dire je vais mettre ma fatalité à la fin, ça ne changera rien. Eh bien non, on perd un tour de jeu quoi qu'il arrive. Donc c'est très handicapant comme carte, ça c'est le problème de Agnès, il faut bien qu'elle en ait. L'autre option évidemment c'est de le garder en main, mais le problème de ce sort c'est que si on le garde en main, à la fin de chaque tour on subit 2 horreurs. Si on n'a pas de quoi encaisser correctement, ça peut être très problématique. Heureusement, Agnès a une carte qui va permettre un petit peu de pouvoir en tout cas se permettre sur une fin de scénario de dire je le garde en main et je prends les horreurs, vous le verrez après. Alors au niveau de mes soutiens, des soutiens j'en ai beaucoup, j'en ai 17, ça veut dire que la moitié de mon deck est constitué de soutiens. Je vais pas tous les jouer évidemment, mais le fait de les avoir tous en 2 exemplaires augmente mes probabilités d'en avoir pendant la partie. Le reste du temps je vais les défausser pour d'autres effets. Tout d'abord la hache d'incendie, qui me sert en fait d'option de combat alternative. Alors la hache d'incendie, pourquoi? Parce que c'est la seule arme utilisable correctement par Agnès. Avec ses 2 de force, lui mettre une batte de baseball ou lui mettre n'importe quelle arme autre qui généralement font des bonus de +2 maximum, c'est insuffisant. Donner un +2 à Agnès, ça lui permet en fait de taper avec une force de 4. Il y a peu de monstres que j'arriverai à endommager avec une force de 4, quelle que soit la situation. L'avantage de la hache d'incendie en fait c'est que pour peu que j'ai des ressources, je peux la booster vraiment bien au-delà de 4. Avec 2 ressources, je lui donne un +4 et donc elle se retrouve à combattre 6, là ça devient intéressant. L'idéal évidemment c'est d'avoir 3 ressources qui donnent du coup la possibilité d'avoir jusqu'à +6 de combat. Et donc avoir un combat de 8, là ça devient raisonnable. La petite particularité c'est que du coup la hache n'inflige pas toujours 2 dégâts. Il faut avoir sa réserve de ressources vide pour infliger les 2 dégâts. Ça permet généralement de faire des attaques un petit peu désespérées, ce qui est tout à fait dans le thème du survivant, c'est-à-dire de vider entièrement ses ressources pour une attaque assez dévastatrice qui va infliger 2 dégâts à un monstre. C'est surtout pour cet effet-là qu'elle est dans mon deck, aussi parce qu'elle est pas chère. Et elle ne prend qu'une seule main. Deuxième soutien, la lampe torche. La lampe torche c'est fort sur tous les investigateurs, il n'y a pas un seul investigateur qui trouve que c'est pas fort. Même Agnès avec son intelligence de 2, elle trouve que c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en fait sur les lieux de valeur occulte 1 et 2, comme lampe torche diminue la valeur occulte de -2, ça veut dire que la difficulté du test devient de 0. Et une difficulté de 0, ça veut dire que vous réussissez en cas d'égalité, et donc vous réussissez sur n'importe quel pion, à l'exception du pion échec automatique. Pour prendre un exemple, si jamais je me retrouve dans un lieu à valeur occulte 2 et que j'utilise la lampe torche, même si un pion me fait -8, c'est quand même une réussite, parce que je tombe à 0 de caractéristiques, mais la difficulté est de 0 également, en cas d'égalité, je réussis. Donc c'est très très fort pour enquêter à coup sûr dans tous les lieux qui sont de valeur occulte 1 et 2. À nouveau ça prend une main, donc l'idéal vous le voyez ça va être hache d'incendie dans une main, lampe torche dans l'autre. On a ensuite les sorts très classiques, flétrissement avec 4 charges qui va me permettre d'utiliser ma volonté pour combattre. Ce sont des attaques qui infligent 2 dégâts, c'est donc un très bon sort. La petite particularité c'est que si je sors un pion spécial, donc un pion qui n'a pas de valeur numérique de base, eh bien je subis une horreur. Alors j'ai mis différents moyens évidemment de mitiger un petit peu tout ça dans le deck, vous le verrez après. Au pire de toute façon prendre une horreur c'est potentiellement infliger un dégât en plus sur un ennemi, donc parfois on va être heureux de la prendre. Le rituel de recherche qui va permettre d'enquêter avec la volonté, donc
3 charges, on dépense une charge pour enquêter, on utilise la volonté au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, on découvre un indice supplémentaire. Donc là où c'est fort, c'est que ça permet de découvrir les indices 2 par 2. La particularité si je sors un pion spécial, par contre, elle est assez violente, c'est que je perds le reste de mes actions à la fin de la résolution du test. On va avoir tendance à vouloir utiliser cette action comme la dernière action du tour, comme ça au pire, on ne perd aucune action si jamais on sort un pion spécial. Donc l'héritage, j'en ai parlé. Le Saint-Rosaire, qui est bien plus intéressant que l'héritage d'Hyperborée, qui coûte moins cher, qui va me permettre d'encaisser 2 d'horreur à ma place. Très utile sur Agnès parce qu'on n'a pas envie qu'elle prenne des horreurs si c'est pas utile. On n'a pas envie qu'elle prenne des horreurs si ça permet pas d'infliger des dégâts à un ennemi. Et en plus de ça, ça booste ma volonté. C'est probablement une carte qui est essentielle sur n'importe quel deck Agnès, pour les raisons que je viens de citer. Peter Sylvester, qui est une des raisons qui va une des cartes dont j'ai parlé tout à l'heure qui va me permettre en fait de prendre de l'horreur à ma place. C'est un allié qui coûte 3, il a 1 de santé, 2 de santé mentale, il augmente mon agilité, il l'a fait passer à 4, donc là ça devient envisageable de commencer à faire des tests d'agilité grâce à lui, ce qui est toujours pas mal. Mais sa grande force c'est qu'à la fin du tour de l'investigateur, on soigne une horreur sur Peter Sylvester. C'est donc une carte sur laquelle on va pouvoir mettre énormément d'horreurs pendant la partie, et toutes ces horreurs, c'est des horreurs qui iront pas sur Agnès, et donc potentiellement plus de possibilités de se servir de sa capacité qui permet d'infliger des dégâts quand elle prend des horreurs. Ensuite, j'ai pris des cartes qui vont me permettre de m'infliger moi-même des horreurs si je le souhaite. Donc j'ai pris 2 fois la carte analgésique, qui a 3 provisions, qui me permet en fait de dépenser une provision, je l'incline et je me soigne d'un dégât, et en échange, je subis une horreur. Donc ça va me permettre de m'infliger moi-même des horreurs quand j'ai besoin d'infliger des dégâts à des monstres, et ça va également soigner mes dégâts, sachant qu'elle n'a que 6 points de santé. C'est une très bonne carte à nouveau sur Agnès. Avec Peter Sylvester et le Saint-Rosaire, ça fait partie des cartes qui sont classiques et très très fortes sur Agnès Baker. J'ai également ajouté Connaissance Interdite, qui fait la même chose, c'est-à-dire elle a 4 secrets, et je peux l'incliner, je subis une horreur, et je déplace un des secrets comme ressource dans ma réserve. Ça me permet de gagner des ressources, ce qui est très utile et très fort sur la hache d'incendie, puisque je vais pouvoir vider mes ressources pour faire une attaque de hache d'incendie qui fait potentiellement 2 dégâts, et puis avec Connaissance Interdite, récupérer une ressource, donc refaire une attaque de force 4, infligeant 2 dégâts. Alors en difficile, une attaque de force 4 ce sera généralement insuffisant, mais on ne sait jamais. Et donc l'intérêt à nouveau ici, ça va être de m'infliger des horreurs volontairement pour pouvoir activer ma capacité. Je n'ai pas besoin d'avoir les deux, autant analgésique et connaissance interdite, je pense que généralement en avoir un des deux est déjà suffisant. Avoir un de chaque en fait va simplement permettre du coup de s'infliger des horreurs durant plusieurs phases. Puisque la capacité d'Agnès Baker est limitée à une fois par phase, ça veut dire qu'il y a 4 phases par tour, c'est à moi de m'arranger pour déclencher ma capacité le plus de fois possible. Je peux infliger jusqu'à un total de 4 horreurs à un ennemi sur un seul tour, en admettant que je m'en inflige 4 également. Et pour ça il va falloir du coup déclencher ma capacité à chaque phase. Et donc ces deux cartes, analgésique et connaissance interdite, vont m'y aider beaucoup. Regarde ce que j'ai trouvé, qui est encore une excellente carte de survivant, qui permet en fait, en cas d'échec lors d'un test d'investigation, de récupérer quand même 2 indices. A nouveau, ça va être un bon moyen d'enquêter pour Agnès, puisque je rappelle que, avec mon intelligence de 2, ça va être compliqué de le faire autrement. Attirer vers la flamme, qui est une autre carte qui permet de récolter les indices assez facilement, et à nouveau à coup sûr. Par contre, elle implique de piocher une carte rencontre. Très très fort en fin de partie, notamment quand on sait qu'en ramassant simplement des indices, on peut terminer le scénario en cours. Eh bien, attirer par la flamme permet assez facilement de se dire, je pioche une carte rencontre, quoi qu'il arrive, je vais finir le scénario. Chanceux, une des meilleures cartes du jeu, carte rapide qui permet simplement en payant 1 de rajouter plus 2 à la valeur de compétence d'un test. Là où c'est très fort, c'est qu'on peut le jouer après avoir pioché le pion chaos, c'est-à-dire au moment où on est supposé rater le test. Pourquoi est-ce que c'est si fort? Si dans ma réserve du chaos, je sais que le pion chaos le plus violent c'est un -5, et bien si je veux assurer un test, je vais devoir investir pour que mon test se fasse à +5. Simplement, ça va être à moi de dépenser des ressources, de dépenser des cartes, d'attribuer des cartes pour arriver à +5, ça va me permettre de m'assurer le test dans tous les cas, sauf sur le pion échec automatique. L'intérêt de chanceux va être en fait de me permettre, dans le même cas de figure, de booster mes tests pour partir à +3, et y aller serein, en sachant que si jamais je prends un -4 ou un -5, eh bien, il me suffira de payer pour chanceux, et je suis sûr d'y arriver. Donc ça me permet de dire au choix, eh bien, je peux partir avec 2 de moins que ce que le sac du chaos contient, et je sais que quoi qu'il arrive, je peux réussir le test si j'en ai besoin. C'est
extrêmement fort de pouvoir se dire j'investis moins dans tous mes tests, et tant qu'on l'a en main, elle est du coup, au plus elle reste en main, au plus elle est puissante longtemps. Alors, on a ensuite la planque, très classique, 3 ressources. Le deck est très gourmand en ressources, j'ai énormément de soutien. J'ai énormément de cartes très chères, donc la planque va vraiment pas être de trop. Le sombre souvenir, on en a parlé. Le sort de protection, qui est une carte exceptionnelle aussi en mystique, qui permet simplement, pour un, d'annuler une carte traîtrise piochée lors de la phase du mythe. Et donc ça permet d'annuler n'importe quoi. En plus de ça, je m'inflige une horreur, et donc ça me permet potentiellement d'infliger encore un point de dégâts à un monstre pendant la phase du mythe. J'ai ensuite 2 crans qui vont me permettre de booster mes tests de volonté, et 2 sans peur qui vont me permettre de booster mes tests de volonté et de soigner des horreurs, donc potentiellement eh bien, de réinfliger des dégâts avec ma capacité. J'ai également une faiblesse de base aléatoire, on verra un petit peu ce que le jeu me met comme carte, et on verra ça la prochaine fois. Voilà, ça c'était pour mon deck Agnès Baker. Bah, vous allez le voir en action dans un instant, on va voir un petit peu comment il se débrouille. Je n'ai jamais joué ce deck, je n'ai pas souvent joué Agnès Baker, et ce sera l'occasion de voir un petit peu comment il se débrouille. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais commencer ici Dunwich, que j'ai déjà mis en place, et on va jouer Agnès Baker. Alors... je termine la mise en place, on va jouer en difficile, ouais, parce que faut être fou dans la vie. Donc c'est parti, je mets hop en place, comme vous pouvez le voir, hop, Chaos Bag difficile, ça va jusqu'à -5, il n'y a pas de +1, ça a l'air normal, pas de tablette encore pour l'instant, juste un cultiste. Avec ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner la carte du scénario pour l'avoir du côté difficile et expert. Voilà, le crâne fait -2, si jamais vous ratez, vous défaussez les 5 premières cartes du dessus de votre deck. Le cultiste fait -1, il fait -5 à la place si jamais on arrive à 10 cartes en défausse. Le pion grand ancien, ben on n'en a pas, vu que c'est le premier scénario de la campagne, c'est déjà ça, donc on peut l'ignorer. Voilà, alors, vous voyez ici que j'ai fait un tableau Excel, c'est vraiment craqué, ne faites pas ça en temps normal, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le Chaos Bag en difficile. Donc vous voyez ici, j'ai la liste des différents pions, la valeur de chacun de ces pions, vous voyez par exemple que le crâne, je l'ai mis pour le début de Dunwich, donc on m'a dit qu'il fait -2, on m'a dit que le cultiste fait -1, tablette grand ancien, ils sont pas là, l'échec automatique, du coup j'ai mis -1000, en vrai, bon voilà, c'est échec automatique, c'est simplement pour indiquer que c'est raté. Et j'ai indiqué le nombre d'exemplaires de chacun de ces pions, donc vous voyez que dans le Chaos Bag difficile de Dunwich, par exemple il n'y a pas de -6, il y a un -5, un -4, etc. Il y a un total de 16 pions. Et alors ici j'ai fait simplement des probabilités en fait à partir du bonus que vous avez par rapport à la difficulté du test. Donc si vous partez avec un bonus de 0, par exemple un test où vous avez 3 contre une difficulté de 3, vous avez un bonus de 0, mais vous voyez qu'en fait quand c'est un 0 c'est que le pion vous fait rater, quand c'est un 1 c'est que le pion vous fait réussir. Vous voyez qu'ici il n'y a que 2 pions qui vous font réussir, c'est le pion signe des anciens et le pion 0. Ce qui vous fait un total de 25% de chance de réussir. Pourquoi 25% de chance? Parce que des 0 il y en a 3. Que des signes des anciens il y en a 1, ça fait un total de 4 pions qui vont vous faire réussir sur les 16, c'est bien un quart des pions, donc vous êtes à 25% de chance de réussite, une chance sur 4. C'est pas terrible. Et donc simplement vous avez les probabilités ici qui s'enchaînent en fonction du bonus. Vous voyez que quand vous êtes à +1 vous avez un peu moins de 44% de chance de réussir, à 2 vous êtes déjà quasiment à 70% de chance de réussite, et à partir de 3 vous dépassez la barre des 80%. Ça veut dire que en difficile, quand on veut réussir un test, il faut au moins investir pour être à +3. Sans ça, vous laissez tomber, vous n'y arriverez pas. En tout cas, si vous partez à +2 et que vous ratez le test, oui, il y avait 30% de chance que ça arrive, donc c'est encore une probabilité suffisamment grande pour se dire oui, il est tout à fait possible que je le rate. Donc, ici simplement ces statistiques-là, elles montrent aussi par exemple que la différence entre 5 et 6 n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de pion qui fait -6. Du coup, il n'y a aucune différence entre être à +5 ou être à +6. Ce qui nous intéresse, c'est de dire que la plupart du temps, on va essayer d'être au minimum à +3 pour faire un test quand on veut le réussir. Et idéalement, être à +5. +5, c'est la meilleure probabilité qu'on puisse avoir. Si on veut à tout prix réussir un test, il faut le faire à +5. À +5, en fait, si on regarde, il n'y a qu'un pion qui nous fait rater, c'est l'échec automatique.
puisque les autres pions qui nous font rater, c'est le grand ancien, parce que je l'ai mis à -7, et de toute façon il n'y en a pas, donc ça ne change rien. Le -6 nous fait rater, mais il n'y en a pas non plus. Donc en fait on réussit tous les tests, à l'exception de l'échec automatique. Et donc ça, c'est la meilleure probabilité qu'on puisse avoir. En jeu, évidemment, je fais pas un tableau Excel, je fonctionne pas comme ça. Ici, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. En jeu, qu'est-ce qui se passe? En jeu, généralement, je calcule le nombre de pions qui me font rater. C'est-à-dire que si je veux réussir un test, je pars en me disant, ok, voilà, combien de pions vont me faire rater dans le Chaos Bag. Et donc, si je vois que je démarre avec un pion qui me fait rater, c'est-à-dire uniquement l'échec automatique, c'est que je suis en train d'assurer le test et que le but, c'est qu'il passe à tout prix. Et si jamais j'ai plus de pions qui me font rater, je peux calculer rapidement quels sont mes pourcentages d'échecs, c'est le plus rapide. Si je sais par exemple que sur 16 pions en tout, j'en ai 4 qui me font rater, je sais que je suis à 75% de chance. Voilà, c'est une façon de faire. On peut également observer une petite particularité, on l'a vu il y a un instant, c'est que le pion cultiste, au début il fait -1, après il fait -5. D'un point de vue statistique, c'est pas vraiment évident à représenter. Donc ici, moi je peux le faire facilement, celui-là ça va. C'est vrai qu'il y a d'autres pions qui sont plus durs, tous les -X évidemment sont très difficiles à représenter d'un point de vue statistique. Vous devez les recalculer entre guillemets à chaque fois que vous faites un test. Et donc ici par exemple, si je modifie mon pion cultiste pour qu'il fasse -5, on voit que toutes mes probabilités ont changé. On voit par exemple que à +3 je n'ai plus que 75% de chance. Toutes mes probabilités ont un petit peu diminué, parce qu'il n'y a qu'un seul pion cultiste, donc ça va encore. Et on voit par contre que, évidemment, à +5 ça n'a rien changé, puisque je réussis même le pion cultiste quand je suis à +5. Donc une fois que le pion cultiste sera passé à -5, ça va diminuer toutes mes probabilités, évidemment, c'est assez logique, mais pas à la +5, donc ça va rester l'idéal, évidemment, si je peux atteindre ce score-là. Hop, je mélange, et on est parti. Rapidement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que j'ai eu comme faiblesse? Donc j'ai la classique Dark Memory, ok, et avec ça, qu'est-ce qu'on m'a mis? On m'a mis, si je le trouve, ah, on m'a mis la chose qui me suit, évidemment, en plus de monstres. Ça va vraiment pas être très marrant ça. Ok, c'est pas grave, donc on va piocher la main de départ, je prends déjà mes 5 ressources. Hop, 5 cartes en main. Alors, qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder de quoi enquêter ici, ça me paraît intéressant. Au niveau ressources, ça devrait aller. Je vais virer tout ça. Et je vais garder... je vais en repiocher 3 et il me faut des options de combat assez rapidement. Là j'ai mes options d'enquête, voilà, toujours plus d'options d'enquête. Allez, une petite option, non. Ouais, si, c'est une option de combat. En vrai, quand on joue Agnès, c'est une option de combat. Hop, je remets ça dans mon deck, que je remélange, et on est bon. Le docteur Henry Armitage se verse un verre de Pinot et s'assoit à son bureau, vous enjoignant d'un geste à vous installer en face de lui. Désolé de vous avoir fait venir si vite, commence-t-il. Son visage est pâle, son front moite et plissé d'inquiétude. Armitage, le bibliothécaire en chef de l'université Miskatonic, et votre ancien mentor, vous a contacté en privé dans l'espoir que vous lui apportiez votre aide. Désireux de rendre service, vous avez parcouru la ville jusqu'à sa demeure du quartier sud. En entrant, vous avez été surpris de trouver la maison dans un tel état. Divers livres et notes jonchent son bureau, et une bouteille de vin vide a roulé sur le sol jusqu'à la cheminée. Vous avez toujours connu Armitage propre et bien organisé. Le vieil homme prend un instant pour rassembler ses pensées. Je suis à la recherche de 2 de mes collègues, le docteur Francis Morgan, professeur d'archéologie, et Warren Rice, professeur de langue. Warren et moi étions censés avoir rendez-vous aujourd'hui, après dîner, afin de discuter de plusieurs découvertes importantes. Mais il semble avoir disparu. Au début, je n'ai pas jugé cela inquiétant, mais j'ai la sensation tenace qu'il se passe quelque chose. Une sensation très familière. Vous ne l'avez jamais vu aussi inquiet auparavant. Ses mains tremblent lorsqu'il saisit sur son bureau le verre qu'il sirote nerveusement. J'ai essayé de contacter Francis, en espérant qu'il sache où était Warren, mais lui aussi semble introuvable. J'ai entendu dire qu'il passait la majorité de son temps dans quelque antre du jeu. Je vous ai envoyé chercher car j'ai peur que Warren n'ait des ennuis. J'apprécierais grandement que vous tentiez de le retrouver pour moi. Vous pourriez aussi chercher l'aide de Francis, si vous parvenez à mettre la main sur lui.
Et je vais décider simplement d'aller chercher le professeur Warren Rice à l'université Miskatonic parce que lors de ma dernière tentative sur cette campagne, eh bien j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord été au trèfle. Je commence donc par le scénario 1A, activité extrascolaire. Intrigue 1A, des couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. Acte 1A. Après des heures. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage dans le bâtiment des humanités. Alors, je commence ici. Hop. Hop. Alors, Miskatonic Quad, c'est ici que je peux abandonner si je le souhaite, il n'y a pas d'indice, c'est connecté à 5 lieux qui sont déjà indiqués, et on est parti pour un premier tour. Alors, première chose que je vais faire, plutôt rituel de recherche ou plutôt lampe de poche. Dans tous les cas, je vais déjà jouer Forbidden Knowledge, parce que ça c'est essentiel, ça va me permettre en fait d'infliger des dégâts avec ma capacité. Attention que c'est une seule fois par tour. Donc voilà, c'est quand même limité. Je vais ensuite jouer pour... jouer le vrai, hein, le gros. Hop. Voilà, rituel de recherche. Maintenant j'ai de quoi vider quelques lieux. J'ai pas d'option de combat intéressante, donc je vais piocher une carte. Et voilà, j'espère aller trouver ce qu'il me faut en termes de combat. Fin de mon tour, j'ai rien fait de très intéressant, je n'ai fait que me préparer. À partir du prochain tour, on va commencer un petit peu à se balader, à explorer, à faire des trucs. Donc phase de fin de tour, une carte, hop, une ressource, hop, j'ai un deuxième moyen de m'infliger des horreurs, donc un deuxième moyen potentiellement de tuer des monstres. Je mélange ceci, voilà, début de tour, une fatalité sur l'intrigue, et je pioche ma carte rencontre. Qu'est-ce que c'est? Ah, un classique ça. Hop, encore une fatalité sur l'intrigue, on est bon. Elle n'avance pas avant 7, moi il me faut 3 indices. On va commencer à se déplacer. Hein. Où vais-je? Je vais à la droite, hop, je révèle. Qu'est-ce que c'est? Science Building. Alors, lorsqu'il est révélé, je dois mettre l'Alchemy Lab into play. Si je fail un test de volonté, je prends un point de dégâts. Pas très chouette ça. Alors, search... Hop, on m'a dit quoi? On m'a dit le laboratoire Alchemy Lab qui est ici, que je mets en jeu. Alors, je le mets ici, tac, un petit connecteur, et on est bon. Bon bah c'est parti, un indice, alors c'est un endroit à valeur occulte 2, vous le voyez, donc je vais pas me casser la tête à utiliser mes précieuses charges de rituel de recherche. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais payer 2, jouer une lampe de poche, hop, en main, et troisième action, je vais utiliser ma lampe de poche et faire une enquête. Tac, -1, c'est une réussite. De toute façon, le seul pion qui pouvait me faire rater ici, c'était le rouge, puisque je mets en fait la difficulté du test à 0. Ça veut dire que même en prenant un -8, ben, je sais que je vais réussir. Donc c'est pas très problématique. Tac, indice trouvé. Il m'en manque plus que 2. J'ai fait mes 3 actions, hein. Je me suis déplacé, j'ai posé la lampe de poche et je m'en suis servi. Alors celui-ci je n'ai pas le droit d'y aller pour l'instant, la porte est verrouillée, donc bah, c'est par là qu'on va aller au prochain tour. Fin de tour, une carte, une ressource, hop, et hop. Alors ouais, quand on joue un sort, pas terrible, même si ça c'est un sort. C'est pas un médaillon très fort je trouve, je vais probablement pas le jouer, je vais probablement plutôt m'en servir comme boost en volonté ou en combat, parce que ça fait un plus 2 en volonté ou un plus 2 en combat. Je n'aime pas trop cette carte signature. Alors, début de tour, hop, carte rencontre, qu'est-ce que c'est? Allez, pas un monstre, j'ai pas encore de quoi me défendre. Spawn location with the most clues, retaliate. Alors la petite particularité c'est qu'il a une option de génération. Il va être généré dans l'endroit dans lequel il y a le plus d'indices. Ici,
tous les lieux ont 0 indice pile. J'ai de la chance, j'ai vidé le lieu ici. Ça veut dire qu'en fait je peux le spawn où je veux. Comme je peux le spawn où je veux, moi je vais le spawn là-bas, parce que j'ai pas l'intention d'aller là-bas. Et comme ça il va pas m'emmerder, il vaut quand même pas d'XP, j'ai pas intérêt à me battre avec lui. Voilà. Bon ça va, j'ai de la chance jusqu'à présent. Je suis pas encore tombé sur un monstre vraiment problématique. Il a pas Hunter, donc il va pas me suivre, moi je suis plutôt bien. Alors, début de mon tour, j'aimerais bien jouer les Painkillers pour avoir une autre possibilité en fait de me défendre, c'est-à-dire d'activer en fait ma capacité en m'infligeant des horreurs. Donc là j'ai 2 cartes capables de m'infliger des horreurs, et donc d'infliger potentiellement des dégâts à des ennemis. Ça c'était ma première action. Deuxième action, je bouge ici. Troisième, ben je sais pas, on se balade. Hein. Où est-ce qu'on se balade? Par ici c'est connecté. Par ici c'est connecté. Hop, allez c'est parti. Alors, c'est un lieu à 3, Victory 1. You must spend one additional action to investigate the Orn Library. Donc je vais devoir utiliser 2 actions pour enquêter ici. C'est un lieu avec un indice. Voilà, c'est tout. Ok. Phase d'entretien, phase des ennemis, il n'y a pas phase d'entretien. Hop, je pioche. Ressources. De quoi se battre un petit peu. C'est pas ma meilleure option de combat, c'est vraiment une option de combat secondaire ici, mais c'est mieux que rien. Alors, hop. C'est 7, hein, on a dit. Ouais, c'est 7. Et une carte rencontre, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est? Oula, péril. Alors, soit je pioche 2 cartes et je mets 2 dooms sur l'agenda, ou je prends 2 horreurs. Je pense que prendre 2 horreurs c'est désagréable. L'autre possibilité c'est de jouer ceci, et donc de prendre qu'une seule horreur. Je trouve ça un peu dommage, je préfère garder ça pour des trucs qui infligent vraiment des dégâts. Ce qui est chiant c'est qu'il n'y a aucun test qui me permet d'ignorer ça, je suis obligé soit de prendre 2 horreurs, soit voilà. Bah c'est pas drôle mais je vais prendre 2 horreurs. Hein. Je peux difficilement me permettre de perdre 2 tours de jeu. Donc c'est chiant parce que ma capacité, je vais pouvoir m'en servir un peu moins quoi. Il va falloir que je soigne des horreurs. Ok, bon, toujours pas d'ennemis. You must spend one additional action to investigate the Orn Library. Alors, ce que je vais faire dans tous les cas, c'est que je vais commencer par jouer ma hache. Ma hache d'incendie, comme ça. J'ai une option de combat middle si jamais il faut que je me batte. Alors, quel est l'intérêt ici? C'est surtout que maintenant je vais devoir dépenser 2 actions pour enquêter. Et donc je vais utiliser à mon avis un Right of Seeking. Alors, il faut réfléchir. Avec ça, en fait, je me retrouve à volonté, c'est-à-dire 5 contre 3. 5 contre 3. Si j'utilise ceci, je me retrouve à 2 contre 1. 2 contre 1 ou 5 contre 3. 5 contre 3 est meilleur, ça c'est clair. Le problème, c'est que ça passera pas forcément. Pourquoi? Parce que le crâne il me fait un moins 2, donc ça passe. Pour l'instant le cultiste il me fait un moins 1, donc ça passe. Donc au niveau des jetons, il y a 16 jetons, il y a le rouge qui me fait rater, il y a le moins 5, le moins 4 qui me font rater, et les 2 moins 3 aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enquêter, hop, avec un Right of Seeking, mais je vais, hop, balancer mon pendentif pour un petit plus 2. Donc ça me met à 7, ceci ne me donne pas de bonus, 7 contre 3 je suis à plus 4. Ça veut dire que là il n'y a que 2 jetons qui me font rater, il y a le rouge et le moins 5 et c'est tout. Donc là c'est plutôt raisonnable, on y va. Moins 2 c'est une réussite, je ramasse 2 indices, il n'y a pas 2 indices, il n'y en a qu'un. Hop, c'est déjà mon deuxième indice. On avance, on avance. Ok, c'était 3 actions du coup, une pour jouer la hache, 2 pour faire mon enquête, donc j'ai terminé. Alors, fin de tour, hop, une carte, une ressource, yes, ça va être bien ça. Bon, c'est encore un soutien, hein. Je commence à me manquer d'argent moi. Alors, début de tour, Doom ici, on est à 5 sur 7, ça va. Je pioche, qu'est-ce que j'ai? Ah, encore. Most clues, regardez. De nouveau. Moi je vais aller le mettre à un endroit qui m'ennuie pas du tout. Je vais aller le mettre là-bas. Comme ça, lui je sais que je dois pas le gérer. Et je suis bien.
Ça va, les ennemis sont pas trop pénibles. On va maintenant passer à la phase d'investigation. Bah, je vais me bouger, on va aller chercher un troisième indice par là-bas. Hein. Alors, là-dedans il y a 2 indices. At the end of your turn, si je suis là, je discard the top X card of your deck. X is the amount of horror on you. Ah ouais, là c'est moins drôle ça, j'ai 2 horreurs déjà sur moi. Donc j'ai peut-être pas envie de finir mon tour dans ce bâtiment. On est sur le même principe. C'est-à-dire, on est nouveau sur un lieu à 3. J'ai pas l'argent pour jouer Look What I Found. Je pourrais tenter une enquête à la flashlight. J'ai fait un move. Est-ce que je peux me permettre de perdre 2 cartes? La réponse est oui, je peux. Bah c'est ça, il me reste la Student Union. Ça serait bien d'avoir mon troisième indice ici. Hein. Pour avoir mon troisième indice, je pourrais faire un coup de flashlight. Ça met la difficulté à 1. Mais je suis qu'à 2 de base, ça veut dire que je partirai à plus 1, c'est pas suffisant. Faudrait que je parte à plus 3. Ok, ce que je vais faire du coup, je vais prendre une ressource. Je vais rester dans le lieu, tant pis. Je paye une charge de flashlight. On va tenter la flashlight. Et en fait, si ça rate, j'ai Look What I Found juste derrière. Le truc, c'est que je sais qu'au pire, je peux pas rater de plus que 1. Parce que même si je prends le moins 5, ma valeur elle tombe à 0. Et la difficulté elle est de 1. Donc je sais que je pourrais d'office jouer Look What I Found. Même si j'ai le rouge en fait. Donc je sais que les 2 indices ils sont à moi. Quoi qu'il arrive. Hop. Moins 5, voilà, on en parlait. Donc en fait, j'ai de base une intel de 2 qui est descendue à moins 5. Ma valeur ne peut pas descendre en dessous de 0. Donc en fait, je suis considéré comme ayant 0 en intelligence. La flashlight met moins 2 au lieu, donc la difficulté elle est de 1. Donc là, je suis pour l'instant à 0 contre 1. Ouais, bah ça tombe bien. Hop, pour 2. Tac, look what I found. Et je prends les 2 indices. Et voilà qui est fait. Hop, hop. Et je remets le pion, je prends mes 2 indices. Mais du coup j'ai plus d'action, ça veut dire que je finis ici, et donc fin de mon tour, je vais devoir perdre des cartes. J'ai combien d'horreurs? J'en ai 2, donc je perds 2 cartes. Une argue 2. Oh non, Peter. Après ça va, c'est la version de base, une fois qu'il sera amélioré, je pourrais tellement plus me permettre de le perdre. Mais ouais, Peter, c'est un peu une des cartes les plus importantes du deck. J'exagère seulement à moitié. Ok. Ça c'était la fin de mon tour. Je prends maintenant une carte et une ressource. Ah, un peu de combat. Ouais, c'est un deck où j'ai du mal avec l'argent. Hein. Début de tour, on passe à 6 ici. Je prends ma carte rencontre, on va voir ce qui se passe. Beyond the Veil, Search. Ah, donc je me mange ça maintenant. Si mon deck est vide, je suis mort. Parce que je prends 10 dégâts, donc voilà. Et comme elle a Search, on va en prendre une deuxième. Oh les gars, vous êtes sérieux quoi. Bon, l'avantage c'est que ça ne me fait perdre... Ah non, j'ai de la chance, ça fait pas avancer l'agenda. Laissez-moi voir. Alors, to doom on the... Ah si, this effect can cause the current agenda to advance or take 2 horrors. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit je prends 2 horreurs, et je passe à 4 horreurs, là ça commence à devenir vraiment violent pour moi. Sachant que je joue Agnès et que le but c'est de m'infliger moi-même des horreurs, c'est compliqué. Donc la réponse est non. L'autre possibilité en fait c'est de mettre 2 dooms sur l'agenda, et effectivement ça peut le faire avancer. Bon ça j'ai pas trop le choix. Donc ouais c'est ce qui va se passer quoi. Donc ce que je fais c'est que je défausse celle-là. Je mets 2. Et donc bon au moins il y a un des dooms qui sert à rien quoi, parce qu'elle passe à vite. Et donc ça fait avancer l'agenda. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors l'université est plongée dans un silence de mort. Des ombres... Coil your feet as you walk. Donc des ombres suivent mes pas alors que je marche. Et vous jurez qu'il y a quelque chose qui vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce que c'est seulement votre imagination ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui est en train de vous suivre? Alors chaque investigateur qui a 5 cartes ou plus dans sa pile de défausse prend une horreur. Aïe. Bah, j'ai pas les 5, j'en ai 4, Dieu merci. Hop, la carte qui est passée sous la texture. Chaque investigateur avec 10 cartes ou plus en prend 2. Alors, si les joueurs ont terminé le House Always Wins, c'est pas le cas. Si c'est mon premier scénario, eh bien j'avance au 2A. Donc j'ai 3 tours de plus
que si je devais avancer directement au suivant. Ça va, c'est cool. Pouf, eh ben, c'était pas évident donc. Ça c'était ma carte rencontre du début de tour. Donc comme il a avancé, on enlève toutes les fatalités en jeu. Voilà. Et maintenant phase d'investigation, hein. Moi j'ai mes indices. J'aurais déjà pu le faire avancer au tour d'avant en fait. Je sais pas si c'était une bonne idée, je vais le faire maintenant. Hop. Alors, vous êtes incapable de trouver le professeur Rice, mais l'un de ses étudiants avec qui vous avez parlé a mentionné un homme étrange qui est rentré dans le bureau de Rice. Malheureusement, la porte qui mène au bureau de la faculté est fermée à cette heure. L'étudiant vous dit que vous devez trouver l'appariteur, on va dire, hein, c'est le head janitor, c'est le nettoyeur, en gros, le gars qui s'occupe de l'entretien. L'étudiant vous dit que voilà, vous devez trouver, donc Jazz, il va être capable de vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Alors, mélangez the encounter discard pile and the set aside Jazz Mulligan into the encounter deck. Donc je défausse ceci, je vais chercher Jazz Mulligan, qui est là, on peut plus charger la carte, et donc je prends le tout, et je mélange le tout, 30 cartes quoi. Alors maintenant j'ai une action, je dépense un indice, je défausse les 5 cartes du Encounter Deck, 10 si je suis tout seul, et si je discard Mulligan, je fais son effet. Et si jamais j'arrive à prendre le contrôle de Mulligan, eh bien je fais avancer tout ceci. Ok. Donc j'ai droit à mes 3 actions, ça m'a pas coûté d'action ça, hein. Au fond je vais pas regarder, tiens le... Non, c'est ça, c'était un acte classique, donc ça coûte pas d'action pour le faire avancer. Donc avec mes 3 actions, déjà je vais quitter cet endroit parce que c'est pas un endroit où j'ai envie de rester. Est-ce que je dépense un indice tout de suite ou est-ce que je m'équipe avec de la baston? Difficile à dire. Il me reste que 2 actions, ça je le ferai au prochain tour a priori. J'ai de quoi tuer un ennemi avec 2 PV facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ouais, je vais dépenser un indice. Donc j'en ai dépensé 3 pour avancer tout à l'heure, j'en dépense 1 maintenant. C'est une action ça j'imagine? Ouais, c'est une action, et donc je défausse les 10 premières cartes. Alors, la première, non. La deuxième, non. Yes, toi tu t'en vas, ça tombe bien, je t'aime pas. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 et 10. Bon, c'est un fail ça. Je n'ai pas eu Jazz Mulligan. Bah il sera, voilà, au pire si je sais que si je chope 2 indices, je suis bon. Je sais que si je chope 2 indices, moi je suis bon. Il me reste une dernière action. Ressources où je bouge. Je bouge. Terminer d'explorer. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, un endroit facile. After student union is revealed, put the set aside dormitories into play. Et je peux, pour 2 actions, heal 1 damage and 1 horror. Ce qui est pas mal. Alors, les dormitories, ils sont là, et ça va de nouveau être un lieu auquel je n'ai pas accès, qui vient s'installer ici. Hop. Et je vais mettre un petit connecteur. Hein. Hop. Voilà. Ok, donc je peux de nouveau pas y accéder tant que j'ai pas de Jazz Mulligan. Et là, ouais, j'ai plus d'action en main, j'ai fait move, j'ai fait ce truc là, et voilà, bon c'est des indices faciles à récupérer, c'est déjà ça. Ok, on passe à la phase de... Hop, entretien. Moi je mets une carte et une ressource. Le célèbre. Look what I found. Début de tour, un là. Une carte rencontre, qu'est-ce que c'est? Choose and shuffle a non-story asset you control into your deck. Discard top 3 cards of your deck. If a copy of that asset is discarded, take 2 horrors. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire de façon assez claire, c'est virer la lampe de poche dont j'ai le moins besoin. Et donc on me dit de la mélanger dans mon deck. Je vais ensuite défausser les 3 cartes du-dessus de mon deck, c'est ça, hein. Discard top 3 cards of your deck. Et si jamais je sors celle-là, tant pis. Oh les gars, vous êtes sérieux quoi. 1, 2,
Et 3, putain, j'aurais tellement dû l'annuler avec ce truc là quoi. Et je reprends 2 horreurs quoi. Oh les mecs. Bon ben j'ai pris cher, j'ai pas encore... j'ai pris 1000 horreurs, j'ai pas encore... voilà. Ok, ça va, j'ai compris. Ça va, j'ai compris. On est maintenant... Alors... On est maintenant à mon tour. J'aurais dû l'annuler avec un Ward of Protection. Là, c'était pas nécessaire de jouer avec le feu. Après, je garderai bien mes ressources pour Shriveling quoi. J'en ai besoin, c'est quand même ma meilleure option de combat. Ok. Du coup, ce que je vais faire, je vais jouer mon... Non, je vais pas jouer mon rituel de recherche. J'ai trop besoin de mon Shriveling, donc je vais prendre une ressource avec ma première action. Jouer Shriveling avec l'action suivante. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que avec Rite of Seeking, j'aime bien l'utiliser en fin de tour, quand j'ai plus d'action. Comme ça, même si je sors un token pas cool, je sais que je m'en fous. Il peut rien m'arriver de grave quoi. Et donc là, je vais faire le test, hein, je suis à plus 4. Y a quoi? Y a le moins 5 et le rouge qui me font rater. Est-ce que je me booste? Non. Non, j'ai plus trop besoin d'indices à ce stade-là, donc je vais... Hop, je fais un rituel de recherche. J'ai encore ma lampe de poche au pire. Moins 4, c'est une réussite. Puisque ici j'utilise ma volonté est de 5, la difficulté du lieu elle est de 1. Et donc effectivement il y avait que 2 pions qui me faisaient rater, le moins 5 et le rouge. C'est réussi. Hop, 2 indices. Et j'ai plus d'action. Alors, fin de tour. Fin de tour, qu'est-ce qui va se passer? Face des ennemis, il n'y a pas. Je suis tombé sur aucun ennemi ou presque. Là. Pas que j'ai envie, hein, mais voilà. À mon avis, ça va pas tarder. Une ici, c'est 3, donc je suis bon. Alors, qu'est-ce à dire? Test volonté 5, for each point you fail by, discard the top card of your deck. Pouah, ça va faire mal. Les 10 cartes, je les ai bientôt, ça veut dire que le cultiste va devenir un nouveau moins... Ah non, c'est déjà un nouveau moins 5 le cultiste, ouais non, baf. Il peut rien m'arriver de vraiment grave, quoi, de pire que ça, quoi. Non, je vais y aller nature ici, tant pis, je suis à 55, ça veut dire que chaque point pour lequel je rate, c'est une carte de mon deck qui est perdue, je regarde, avec le temps qui me reste, on va dire que ça va passer, allez. Aïe, ça fait mal. Ah les gars, alors 1, 2, 3, ah ma faiblesse, ça c'est chouette. 4 et 5, aïe 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 aïe. Ok, bon là ça commence à devenir très serré. C'est mon tour, l'avantage c'est que je vais dépenser un indice avec ma première action. On va défausser les 10 cartes et on va voir ce que ça donne. À mon avis, Jazz, je vais l'avoir. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, Jazz Mulligan, put Jazz Mulligan into play at your location. Alors, he's not controlled by an investigator, he gains parley, donc t'as un test d'intel 3. If successful, take control of Jazz Mulligan. While you control Jazz Mulligan, you ignore the text on each unrevealed Miskatonic location. Et donc ça va me permettre d'aller un peu où je le souhaite. Alors, il est dans mon lieu, donc il est là où je me trouve. Donc il me faut un test d'intelligence 3, je vais le faire et à mon avis je vais défausser tout ce que j'ai en main pour le réussir parce que je peux difficilement me permettre de ne pas le réussir, donc ça c'est pour me soigner des dégâts mais j'ai pas vraiment pris de dégâts. Ça c'est pour des ressources contre des horaires, j'ai pas vraiment de quoi faire non plus, donc j'aimerais bien garder la flashlight, donc si je fais 1, 2, 3, je peux me mettre un plus 4. Plus 4 je suis à 6, 6 contre 3 c'est quand même léger. Ouais, mais ça se tente, hein. 1, 2 et 3. Donc je me mets un plus 4 et on est parti. Hein. Faut réussir le test. Ouf, j'ai de la chance, c'est réussi. Voilà, viens avec moi, Jazz Mulligan. Oh oui, tu vas pouvoir prendre des dégâts et des horreurs à ma place. Oh oui, avec grand plaisir.
Alors, when you take control of Jazz Mulligan Advance, bah ça tombe bien, c'est ce que je viens de faire. Alors, vous arrivez à convaincre... Je vais zoomer un peu. Vous arrivez à convaincre Jazz Mulligan que quelque chose d'étrange est en train de se passer, et que le professeur Rice est peut-être en danger. Il ne vous croit pas suffisamment pour vous passer ses clés, par contre, il accepte de venir avec vous. Tout d'un coup, vous entendez un bruit de débris... un crash, ouais, qui vient du bâtiment des sciences. Et un étudiant fonce vers vous. Au secours, il crie. Il y a quelque chose comme un animal en liberté dans le labo de chimie. J'ai à peine réussi à jeter un œil à ce que c'était, mais il s'étrangle, je ne sais pas. Je pense que ça fonce que ça vient vers les dortoirs. Vous devez faire quelque chose. Alors, si le laboratoire d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu, il est en jeu. Si on est à l'agenda 1 ou 2, c'est le cas. Spawn the set aside the experiment into the alchemy lab. Search the experiment. Quelle vilaine bestiole. Qui vient ici. Alors, qu'est-ce à dire d'autre? If you have completed the hose always wins, put the set aside as alchemical concoction, c'est pas le cas. Hop. Alors. Victory 2, ça pourrait être pas mal de la flinguer. Juste pour ça, maintenant 10 PV quand même. Je suis pas sûr d'y arriver avant qu'elle me flingue. 2 dégâts de horreurs par attaque. Ouais, je peux faire mal, mais peut-être pas à ce moment-là quoi. Je peux lui mettre 4 dégâts en prenant des horreurs, mais... Non, je peux même pas lui mettre 4 dégâts. Si je prends 4 dégâts en lui mettant des horreurs, je suis mort. Non, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, je suis pas super bien là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme action? J'ai utilisé un indice. J'ai convaincu Jazz Mulligan, ça veut dire qu'il me reste encore une action. Qu'est-ce que je fais avec ma dernière action? Je n'ai pas été au building de l'administration. Allez, on m'a engagé pour aller chercher Rice. Ce que je vais faire, je reviens ici. Hop. Voilà, alors, phase des ennemis, il se passe rien, ceux-là sont pas hunter, ceux-là ne bougent pas. Phase d'entretien, une carte. Et une ressource. Ah, ouais, c'est vrai que j'avais ça. Alors, en vrai, je suis large. Allez, début de tour. Donc, une fatalité ici. Hop, ça veut dire que ça avance. Hop. Que se passe-t-il? Alors, un cri de peur fait écho à travers le campus. Et plusieurs étudiants fuient de la partie est de l'université, là où le bâtiment des sciences peut être trouvé. Est-ce que cette agitation est liée à la disparition du professeur Rice? Alors, si le dormitories... oui, donc ils sont déjà en jeu. Si l'expériment est en jeu, elle bouge de 1 par ici. Voilà. If the experiment is not in play... Non, c'est pas le cas. Hop. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, quand cet agenda devrait avancer, à la place, on avance l'expériment jusqu'aux dormitories, enfin vers les dormitories. Et si jamais il y arrive, eh bien, ça sent la fin. Alors, une créature, un genre de créature sauvage a été libérée. Quoi que ce soit, elle semble se diriger vers les dortoirs de l'université. Quelle drôle d'idée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On sauve les étudiants? Hop, ça j'enlève. On sauve les étudiants ou bien on sauve Rice? Je sais pas. Moi on m'a demandé d'aller sauver Rice. Je vais aller sauver Rice, non? D'abord une petite carte rencontre parce que faut pas déconner. Donc un Thrall, Most Clues. Oh mon dieu, je sais pas ce qui s'est passé cette partie, mais bah il y a de nouveau 0 indice nulle part, donc ouh, je te mets où je veux. Tiens, tu vas aller là, toi. Là, tu seras très bien là. Oh oui, dans la bibliothèque, oui. Très très bon endroit. Un endroit où je suis sûr que tu vas pas me déranger. Ok, bon, bah c'était une carte rencontre, ça va quoi. Du coup, que faire? Que faire? Que faire? Je vais venir ici. Je vais payer 2 pour prendre, hop, ceci.
Et il me reste une action. J'aimerais bien avoir ma lampe de poche. Enfin, j'ai encore une charge sur le rituel de recherche en vrai. Hein. J'ai encore une charge sur le rituel de recherche. On va voir. Ah oui, j'ai oublié de révéler mon lieu. Alors, after, donc quand il arrive en jeu, on met set aside faculty office into play. Faculty office, il y en a là. Ah, ils sont deux. Ils sont deux. Moi j'ai besoin. The hour is late. Moi j'ai besoin. The night is still young. Je suis arrivé tôt. Moi je suis venu direct ici. Hop, j'ai pris le bus. Pas le temps à perdre. Hop. Donc ceci, je n'ai pas besoin. Tiens, tu peux retourner là. Voilà. Donc je ne peux normalement pas y aller, mais j'ai Just Mulligan. Et alors par contre ici, at the end of your turn, if you are in the administration. Ah oui, je discard la première carte de mon deck. Mais écoute, on va y aller. Hein. Alors, after faculty office is revealed, search the encounter deck, discard pile for a humanoid enemy and spawn it here. Shuffle the encounter deck. Ok. Et alors si jamais je suis là, je peux dépenser 2 indices. Et c'est la fin du game. J'ai encore des indices. Il m'en reste un. Ouais, mais il y a un point de victoire sur ce truc. Ah, ce serait chouette de le vider. Ok, on va voir. On va voir. Dans le doute, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais aller chercher un ennemi humanoïde. Ça, c'est pas humanoïde. C'est humanoïde, ça? Non, pas du tout. Ah, ben c'est drôle. J'ai pas le choix. Mais de toute façon, c'est lui que je pensais aller chercher. Je l'aime bien, lui. Je m'explique. Voilà, le Wizard of Yogg-Sothoth. Pourquoi est-ce que je l'aime bien? Bon, il fait très mal, ça c'est clair. Mais il vaut un point de victoire en fait si je le tue. Donc c'est parti. Il spawn engagé avec moi. J'ai plus d'action? Non, j'ai plus d'action. J'ai fait quoi moi? 2 moves. Et j'ai joué mon truc. Ah, j'ai plus d'action. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on va le tuer. Hein. On va le tuer en. Il a quoi? Il a 3 PV. Ouais, on va prendre 3 horreurs au passage, mais on va le tuer. Hein. Premièrement, ce que je vais faire, je vais incliner ceci. Hop. Je prends une ressource. Tac. Et je prends une horreur. Hop, dans l'autre sens. 5. Lui, il prend un point de dégâts. Ça, c'est fait. Voilà, j'ai fini mon tour. On passe à la phase des ennemis, bah il y en a aucun qui bouge. Lui il m'attaque, donc il me met un dégât, 2 horreurs. Alors je vais mettre un dégât sur Mulligan. Je vais mettre une horreur sur Mulligan. Et je vais me prendre une horreur. Hop, lui il reprend un dégât au passage. Est-ce que c'est bien nécessaire tout ça? Est-ce que c'est bien nécessaire ou bien est-ce que je pense pouvoir peut-être le tuer autrement? Très sincèrement, je pense pouvoir le tuer autrement. Ça va dépendre un petit peu de ce que je pioche à la fin de mon tour. Mais effectivement, je peux me permettre de le tuer juste en utilisant mes cartes ici, mais j'avoue que j'aimerais bien garder un peu ça. Ok. Parce que 7, moi c'est 8. Hein. Si je prends une horreur directe, tu vois. Non, allez, je vais rester à 5. Je vais mettre la deuxième horreur ici, hop. Comme ça, là, je suis bon. Voilà, il a Hunter, il a pas de Retaliate. Si jamais je pioche un Hex ou un Pacte, il m'attaque derrière. Ah, ça serait pénible, ça. Bon, bah c'est parti. Phase de... Entretien, je redresse ceci, je pioche une carte et je prends une ressource. J'ai pas encore pris ma faiblesse. Si, ma faiblesse elle est sortie ici. Hein. Ma faiblesse elle est là. Ça va, je risque pas de me la prendre parce que le bouffer 2 horreurs, là je suis à un stade où j'ai pas vraiment envie. Ça c'est cool, ça risque d'être très très utile dépendamment de ce qui sort maintenant. Et let's go. Hein. Fin de tour, ok c'est bon, hop. Une fatalité, il en faut 2 pour que ça avance, donc je suis bon. Carte rencontre, qu'est-ce que c'est? Hop. Ah, bah tiens. Quand on parle du loup. Ouais, ok, donc finalement... Moi je vais, hop,
cancel en utilisant ça, je prends une horreur. Finalement on va le tuer en prenant les horreurs, parce que voilà. Parce que j'ai pas envie de me fatiguer à utiliser quoi que ce soit. J'incline ça. Je prends encore une ressource. Hop, j'ai oublié d'en prendre une à la fin de mon tour. Je devrais être à 3, hein. J'étais à 0 tour précédent, j'ai incliné 2 fois ce truc. En plus une fin de tour, je devrais être à 3. Comme ça il est mort. Hop. Maintenant, il suffit juste de vider le lieu. Et ça fera un petit peu d'XP, hein. On va le faire comme ça, hein, je pense. Ok, bah début de tour, première action, ça va aller assez vite. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Dans l'ordre, d'abord je me prends une carte rencontre, parce que j'en ai toujours rêvé. Ouch. Ouch. T'es bienvenu toi. Alors, fuse cards in hand, c'est moi. Le Yetian Observer attacks you. Je défausse une carte au hasard. Et si je ne peux pas, il inflige plus un dégât, plus une horreur. Ok. Ok. Ok complètement. Et il a 4 de combat. Bon, déjà je vais prendre les 2 indices juste après. Hop. Donc moi j'ai déjà de quoi faire ça. Donc, là où c'est marrant, c'est que c'est pas une action. Ça veut dire que je peux le faire quand je veux. J'ai encore 2 actions. Avec 2 actions, je peux tenter 2 tirs, 2 coups de flétrissement sur lui. Un coup de hache peut-être aussi. Avec un coup de hache, je peux monter à 8 de combat. Dans l'ordre, je vais d'abord faire un shriveling. Ça dans tous les cas. Donc je suis à 6 de volonté, non, si c'est ça, un 5 de base, plus un 6. Ouais, ça passe que sur 2 quoi. C'est vraiment pas terrible ça. C'est vraiment pas terrible. Oh bah j'ai de la chance. Un petit moins 2, ça va. Hop, je lui mets 2 dégâts. Alors, il faut savoir qu'ici en fait je peux arrêter le scénario, hein. Je me dis juste qu'il y a moyen que je le tue. Donc ça se tente, avec mes 2 actions. Parce que là maintenant je peux lui mettre un coup de hache. Et là le coup de hache il peut faire très très mal. Donc je vide toutes mes ressources. Ce qui me fait un plus 6 en combat. Donc mon pauvre combat de 2 devient un combat de 8. Ça c'est bien drôle. Et du coup, bah voilà, hein, quand voilà, combat de 8 contre combat de 4, si ça passe, je lui mets encore les 2 dégâts qui me manquent. Qu'est-ce qui me fait rater? Le cultiste me fait rater, je crois que c'est le cultiste, le vrai moins 5 et le rouge, hein, donc j'ai 3 pions qui me font rater, on va voir ce que ça donne. Si je le rate, tant pis, et puis si je le réussis, j'ai un point d'XP. Hein. Moins 2, j'ai de la chance, il est décédé. Paf. Meurs, il créature. Et donc maintenant, ben j'ai plus d'action. Par contre, je peux, si je veux, ici simplement dépenser mes 2 indices pour finir le scénario. Tant pis, on va pas grid. « 10 points de dégâts. » Non, je peux pas. Là, j'ai max 6 points de dégâts en admettant que tout passe. Non, laisse tomber. Ok, ben j'arrête le scénario ici. Donc, ben voilà, je dépense mes 2 indices. 1 et 2. Et voilà, conclusion numéro 1, c'est une réussite. Petit moment de lecture dans un instant. Je vais déjà juste rassembler les cartes avec valeur de points de victoire. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Et je pense que c'est tout. Conclusion. Retrouvez le professeur Rice ligoté et bâillonné dans le placard de son étude. Quand vous le libérez, il vous apprend que les étranges hommes et femmes qui erraient autour du campus l'ont traqué pendant des heures. Ils l'ont acculé dans son bureau et ligoté. Mais Rice ne sait pas pour quelle raison précise. Vous l'informez que le docteur Armitage vous a envoyé, et Rice paraît soulagé, bien qu'il pense que le docteur Morgan puisse également être en danger. Étant donné que des personnes extérieures au campus semblent en avoir après le professeur Rice, vous décidez que la meilleure marche à suivre est de l'escorter en dehors du campus aussi vite que possible. Alors que vous quittez l'université, vous entendez des hurlements provenant de la partie nord du campus.
Vous croisez une ambulance et craignez le pire. Quelques heures plus tard, vous apprenez qu'un genre de chien enragé qui s'est introduit dans les dortoirs de l'université. La bête a attaqué les étudiants présents et plusieurs ont été blessés ou tués dans l'attaque. Dans votre carnet de campagne indiquait que les investigateurs ont secouru le professeur Warren Rice. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le professeur Warren Rice à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Dans votre carnet de campagne indiquait que les investigateurs n'ont pas réussi à sauver les étudiants. Vous êtes hanté par le remords. Ajoutez un pion tablette à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Passez au scénario 1B, la banque gagne toujours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une conclusion en demi-teinte. J'ai sauvé le professeur, mais à quel prix? C'était Merlin sur Arkham JCE TV. J'espère que ça vous a plu. Et en attendant la suite, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.